Ouais, bien, bonjour à tous, à toutes. On, on va parler de quelque chose de très pratique, euh, rapidement, hein, pour dire que les chaînes ESO en ce moment sur YouTube sont un peu axées débat, blabla. Bon, je crois que rien ne vaut la pratique. Et en l'occurrence, s'il y a bien un sujet qui fait assez peu débat, c'est l'histoire des heures magiques, des temps magiques, les maisons lunaires, etc. Alors qui fait assez peu débat, mais qui est assez peu expliqué. On va souvent vous proposer un timing, un horaire, une journée pour tel ou tel rituel. Et puis, l'explication à côté est souvent assez faible, si ce n'est dire inexistante. Alors on va parler un peu de ça. On va commencer un peu par un aspect un petit peu théorique rapidement, et puis après on verra réellement l'aspect pratique, comment ça fonctionne, comment on les utilise, qu'est-ce qu'on peut vérifier entre les jours, les heures, les aspects lunaires, etc. Alors, pourquoi un temps magique et pourquoi ça marche? Euh, alors, pourquoi ça marche? C'est exactement finalement le temps magique est finalement exactement la même chose que les composants que vous utilisez pour vos rituels, euh, c'est-à-dire des encens, des bougies de telle couleur, des parfums, tels objets, tels noms sacrés, telle visualisation, et puis à quel moment j'agis. Ça fait partie du tout, hein. Et c'est pour ça que ça marche. C'est pour ça que ça marche très bien même. Alors, pourquoi ça marche? Le rituel est quelque chose qui est fabriqué par le mental. C'est le mental qui décide euh, de mettre en place un rituel dans un but bien précis, que ce soit quelque chose de matériel ou quelque chose d'un peu plus subtil, autour des émotions, euh, autour de l'intellect, d'une faculté qu'on veut développer, ou bien des choses réellement purement matérielles qu'on veut obtenir, ou en tout cas qu'on essaye d'améliorer. Donc le mental fabrique le rituel, l'imagine en tout cas, ou le récupère quelque part, l'étudie, l'analyse, le décortique, et va donc décider ou se plier à ce qu'il a trouvé en termes de correspondance. Il faut des bougies de telle couleur, il faut tel encens, il faut tel objet, etc., etc. Donc c'est le mental qui met en place ce rituel. Mais ce mental n'a plus lieu d'être au moment du rituel. Hein, au moment du rituel, le mental justement doit faire place au reste, à cet inconscient, cet état modifié de conscience, cette quasi-transe. Euh, et le mental doit s'effacer à ce moment-là. Alors, et c'est pour ça que ça fonctionne. Le mental fabrique le rituel qui doit, lui, être joué, entre guillemets, joué, qui doit être exécuté, vécu par l'inconscient. L'inconscient, lui, comprend le symbolisme, là où le mental comprend la sémantique, le sens des choses. Donc pour le mental, le sens des choses, c'est euh, les correspondances. Pourquoi une bougie de telle couleur est liée à tel rituel? Alors voilà, on va lier la bougie rose à Vénus, à tel parfum. Donc le mental, lui, comprend bien tout ça et il faut lui donner une raison au mental. Hein, généralement, c'est une question d'énergie, de rentrer plus ou moins en accord, en harmonie avec des énergies bien précises à tel moment, avec telle plante ou telle pierre ou telle chose. Bon. Il faut donner une explication au mental. Et
cette explication souvent qu'on entend des énergies, de cette harmonie qu'on essaye de trouver, de coller avec ce qu'on veut faire, ce n'est qu'une explication donnée au mental. Ce qui fonctionne réellement, c'est la charge symbolique que l'on met dans toutes ces composantes du rituel. Les bougies de telle couleur, l'encens, le moment magique choisi, les objets, etc., etc. Tout ça ont une charge symbolique très forte. Et c'est ce symbolisme qui agit sur l'inconscient. L'inconscient comprend le symbolisme, là où le mental, lui, le met en place. Parce que le mental comprend le sens des choses, la sémantique. Ce qui n'est pas le cas de l'inconscient, qui ne comprend pas la signification des choses telle qu'on l'entend quand on est conscient dans notre vie de tous les jours. L'inconscient, lui, comprend le symbole. Et c'est pour ça que tout ça fonctionne, puisque le rituel est joué dans un état de transe, finalement, hein, dans un état de conscience un peu modifié, avec une absence du mental, c'est ce qu'on essaye de faire. C'est probablement une des choses les plus difficiles, finalement, à obtenir, hein, même si petit à petit on y parvient. Mais faire taire le mental est compliqué. D'où l'intérêt de se mettre dans un état de modifié de conscience, comme ça, dans un état de transe. Il y a plein de techniques, on en reparlera probablement plus tard, mais il y a plein de techniques pour arriver à cet état de transe propre au rituel. Alors, pour donner un exemple très simple, c'est cet état finalement dans lequel vous êtes quand vous êtes absorbé complètement par un livre, c'est-à-dire vous vivez ce que le héros du livre est en train de vivre, ou bien quand vous êtes absorbé par un film, et de la même manière, vous vivez le film comme si vous étiez à l'intérieur du film. Dans ces moments-là, votre mental ne vous dit pas « Tiens, tu es en train de regarder un film, tiens, tu es en train de lire un livre ». Vous vivez la chose pleinement. Eh bien, cet état modifié de conscience, cette transe légère, est assez similaire à celle dont on a besoin dans les rituels. Alors, on est donc dans un état de transe, le mental n'a plus lieu d'être, donc l'aspect sémantique, sens des choses, n'a plus lieu d'être non plus, hein, on n'est plus dans l'analyse, on n'est plus dans la compréhension des choses, on est dans un jeu de scène presque, hein, quelque chose d'un peu théâtral hein, finalement, le rituel, en tout cas on est dans ce jeu purement symbolique. L'inconscient, lui, qui semble très lié au monde subtil, à l'astral, eh bien, c'est cet inconscient qui a la possibilité d'agir dans le rituel, et c'est par le biais de tout ce symbolisme, les couleurs, les odeurs, le moment choisi, etc., c'est par le biais de tout ce symbolisme que l'inconscient comprend où le mental veut en venir et l'accepte finalement. Hein. L'inconscient accepte l'intention qui a été envoyée par le mental au départ, non pas par la sémantique, mais par le symbolisme. Et c'est pour ça que ça fonctionne. Parce que quand je crée un rituel, ou quand je récupère un rituel et que je le décortique, eh bien, mon mental comprend le sens des choses, pourquoi le faire, comment le faire, etc. Là où l'inconscient, lui, va prendre le relais sur le symbolisme de tout ce qu'on lui présente. Et ce symbolisme qu'on lui présente, eh bien, va permettre à l'inconscient, au moment du rituel, d'aller dans la même direction que le mental, d'aller dans la même intention, hein, de réellement être en phase avec l'intention qui était au départ, avant cet état de transe, avant ce rituel, où il ne s'agit plus d'être dans la réflexion, dans cette compréhension des choses, il s'agit d'être vraiment dans l'instant, de le vivre, dans l'émotion, dans le ressenti, dans le feeling, etc. Et c'est pas le mental, c'est ce qu'on appelle l'inconscient, hein, on pourra sûrement lui donner plein d'autres noms, et
En tout cas, c'est cette partie-là qu'il faut toucher, par le symbolisme qu'on injecte dans les rituels. Donc voilà, explication très rapide, finalement, de pourquoi fonctionne un rituel. On en reparlera sûrement dans d'autres vidéos. Mais c'est important de le comprendre pour comprendre ensuite pourquoi les heures magiques fonctionnent, parce que c'est hautement symbolique. Ça permet de mettre une grosse part d'intention, entre autres parce que c'est pas toujours simple de trouver le bon moment, de respecter le bon moment. On n'a pas forcément envie de faire un rituel à tel moment, et pourtant c'est là qu'il faudrait le faire. Alors ça aussi, ça peut se réguler, hein, c'est-à-dire, si on n'est pas dans l'envie de faire un rituel, c'est pas la peine de le faire, quoi. Je veux dire, c'est justement ce feeling, ce désir, cette envie, cette émotion qui fait le truc, quoi, hein, qui fait le job. Entre autres, déjà, si j'enlève cette partie-là et je fais un truc un peu mécanique, un peu forcé, il y a assez peu d'intérêt. Alors, si tout est raccord, c'est formidable, évidemment. Si je tombe à l'endroit, au moment où justement j'ai envie de ritualiser, et j'ai quelque chose à faire, et le moment est parfaitement choisi, etc., tant mieux, c'est formidable. Hein. Je veux dire, au niveau du symbolisme, ça appuie réellement le truc, c'est généralement assez gagnant là-dessus. Alors, l'avantage de ce temps magique à respecter, c'est que c'est plutôt efficace. Hein, c'est très symbolique, puisqu'on travaille avec les planètes en général, avec les signes du zodiaque, et donc c'est généralement assez ancré dans l'inconscient même de chacun, un peu collectivement, tout ça. Donc ça fonctionne bien. Plus que certains encens un peu rares, un peu coûteux, qui finalement ont un intérêt limité par rapport à un encens un peu classique, quoi. Bon. Donc en tout cas, c'est efficace, c'est toujours disponible plus ou moins. Je veux dire, il n'y a pas de problème de stock. Ça ne coûte rien. Il suffit d'attendre le bon moment et puis on y est. Et les désavantages, c'est que ça peut être un peu contraignant. Hein, c'est ce que je disais. On n'a pas toujours envie de faire un rituel à un moment précis. Mais finalement, il est facile de glisser d'un temps magique vers un autre. Hein. Je veux dire, toutes ces correspondances sont pas ultra tranchées pour les planètes, pour les signes du zodiaque, pour les aspects. Hein. C'est pas ultra tranché. Tout ça se mélange un petit peu finalement. Il y a une frontière assez fine souvent. Donc on va pouvoir glisser d'un temps à l'autre et puis comme ça un peu faciliter les choses. Alors, on va voir comment s'en servir, comment ça fonctionne. Je pense que j'ai terminé sur l'aspect rituel. Ce qui me semble vraiment essentiel de conserver en mémoire, hein, simplement, c'est que c'est cet inconscient qui projette l'intention, l'énergie, etc., etc. En tout cas, c'est l'inconscient qui projette quoi que ce soit. Créer le rituel, c'est bien marquer son intention, mais pratiquer le rituel, eh bien, c'est mettre en marche cette intention. Et ça, c'est l'inconscient qui le fait. Et pour que l'inconscient le fasse, il faut qu'il ait compris, qu'il ait accepté ce que le mental a prévu de faire, a prévu de mettre en place, ou a comme désir. Et pour ça, eh bien, il faut que le mental, dans ses choix, et l'inconscient dans ce qu'il comprend de ce symbolisme, il faut que tout ça soit quand même raccord. Pour que ça soit raccord, alors, il y a deux écoles. Il y a l'école un peu du dogme, finalement, où je vais aller vers un mouvement ésotérique bien précis, Golden Dawn ou autre, tous les assimilés, il y en a beaucoup. Et je travaille sur ce dogme, je l'assimile, je l'accepte, je le comprends, et puis si c'est le cas, hein, si j'ai réussi à le comprendre, à l'accepter, surtout à l'assimiler, et à le vivre réellement tel quel, eh bien, généralement, ça fonctionne, ça fait le job aussi. Mais plus simplement, il faut s'écouter soi. C'est-à-dire,
chaque magicien possède sa magie. Ce n'est pas en apprenant quantité de dogmes et de livres, même si c'est toujours très intéressant, et je suis le premier à en lire beaucoup, et même trop, mais ce n'est pas en apprenant une énorme quantité comme ça de dogmes déjà construits, déjà mis en place par d'autres, que vous allez faciliter les choses. Au contraire, euh, euh, prenez à la fois dans la mise en place du rituel et puis dans le symbolisme qui doit en sortir, prenez des choses qui vous parlent, qui sont évidentes pour vous, qui, qui vont de soi, qui répondent à vos intuitions. Je veux dire, si pour vous le lundi est un jour où on pratique la magie amoureuse, par exemple, eh bien soit, si tout le monde la pratique le vendredi, mais que pour vous, en votre fort intérieur, vous savez que c'est le lundi, eh bien évidemment, pratiquez-la le lundi, pas le vendredi comme les autres. C'est ça aussi, il faut aussi s'écouter. C'est comme ça aussi qu'on progresse, parce qu'en s'écoutant assez, en se connaissant de plus en plus, eh bien, le lien entre la sémantique du mental et le symbolisme de l'inconscient deviennent beaucoup plus harmonieux, clairs, précis. Et évidemment, tout ça se met d'autant mieux en place, et les rituels fonctionnent d'autant mieux derrière. Voilà. Alors, attention, tout ce que je dis ne sont pas des vérités absolues. Ce sont juste les miennes de vérité. Ce n'est pas exhaustif. Il est difficile de l'être dans l'ésotérisme, puisque ça dépend beaucoup des cultures, des traditions, des courants ésotériques, du paradigme de chacun, etc., etc. Donc, rien n'est jamais exhaustif en ésotérisme. Rien n'est jamais complet, rien n'est jamais vérité non plus. Ce sont des propositions que j'utilise plus ou moins, en tout cas oui, c'est à peu près, ça correspond à peu près à ma pratique, même si j'ai essayé de faire quelque chose d'un petit peu global, mais adapté, si vous en ressentez le besoin, tout ce dont je vais vous parler ensuite. N'hésitez pas à l'adapter, à le modifier, à le retoucher, à faire comme vous le sentez. Parce que c'est ça, réellement, qui fera votre magie. Alors, on va passer à un autre écran. Voilà. Le temps magique. Alors, une illustration de Gary Schalk, un illustrateur plutôt fameux des années 80-90, même s'il est toujours là. Voilà, et un illustrateur que j'aime beaucoup, donc je me suis fait plaisir en incorporant cette petite image. Mais on va rapidement passer à la page suivante, les jours et les heures planétaires. Alors, les jours et les heures planétaires, alors on verra ensuite, là tout à l'heure, je laisserai les liens dans la description, mais il y a plein d'outils maintenant qui sont ultra pratiques pour trouver le bon horaire, le bon aspect, etc. Ce qui n'était pas le cas il y a quelques années. En tout cas, moi, quand j'ai commencé, il y a un peu plus d'une trentaine d'années, il fallait calculer ça à la main. Il y avait aussi des éphémérides, enfin, il fallait les trouver. Moi, j'habitais pas une grande ville. Donc, il fallait calculer les heures planétaires à la main. C'était particulièrement pénible. Et je crois que c'était aussi une raison qui faisait qu'on mettait un peu plus le paquet sur d'autres composants, comme les encens, comme les couleurs, etc. Et c'est resté, parce que calculer l'heure juste, l'aspect correct, la maison lunaire, etc., etc., finalement, c'était plutôt compliqué. C'était vraiment pas simple. Alors, les premiers ordinateurs sont arrivés, mais c'est pareil, c'est-à-dire c'était pas quelque chose de forcément facile d'accès. Bref, petit à petit, c'est devenu un peu plus aisé, et désormais, avec nos téléphones, eh ben, on a tous dans la poche
l'outil qui nous permet d'avoir absolument toutes les informations dont je vais parler ce soir, en un clic. Je donnerai quelques liens de ce que j'utilise, de trucs, d'applications gratuites et pratiques. Alors, jour, heure planétaire. Alors, ça correspond évidemment aux 7 planètes. Soleil, Lune, Mercure, Vénus, Mars, Jupiter, Saturne. Les jours, les heures planétaires fonctionnent à peu près de la même manière, hein, si j'ose dire. Le dimanche va être évidemment dédié au Soleil, et on va avoir tous ces mots-clés qui vont pouvoir être associés à cette journée du dimanche, parce que liés au Soleil. Et l'heure solaire, les heures solaires en tout cas, de la même manière, on va pouvoir les relier à ces différents mots-clés. Alors là aussi, il y a plein d'écoles, hein. Par exemple, certains courants vont considérer les heures en plein jour et les heures de nuit comme différentes, voire contraires. Hein, si j'ai une planète qui me propose la réussite la journée, eh bien le rituel d'échec pourrait se faire la nuit. Alors, je ne l'analyse pas comme ça, en tout cas je ne le présente pas comme ça aujourd'hui, parce que ce n'est pas ma pratique, mais je veux dire, il y a beaucoup d'écoles, beaucoup, hein, je vous dis, de tradition là-dessus, donc il faut que ça colle avec votre paradigme, avec la tradition sur laquelle vous travaillez. Mais grosso modo, il y a un consensus quand même un peu général sur ces temps magiques. Il n'y a pas autant de débats que sur d'autres sujets, comme les pentagrammes, hexagrammes, etc. Alors, les jours et les heures planétaires, le Soleil évidemment le dimanche, la Lune le lundi, Mercure le mercredi, Vénus le vendredi. Je ne sais plus pourquoi j'ai mis ça dans cet ordre-là, c'est un petit peu brouillon, c'est pas très grave. Donc le Soleil qui va correspondre alors, c'est à la fois des mots-clés et puis des propositions de rituels, hein. C'est un mélange un petit peu de tout ça. Donc le Soleil, ça va être la beauté, le pouvoir, le succès, la carrière, tout ce qui est ambition, euh, les finances, la prospérité, santé, guérison, la protection, le bonheur, l'harmonie, l'affection. Hein. Donc il y a quelque chose, voilà, qui en ressort. C'est clairement très solaire comme proposition de rituel. Ça se relie très bien au dieu solaire. Hein, voilà. La lune qui va évidemment avec le lundi, ça va être plutôt l'intuition, les rêves, la divination, la clairvoyance, les voyages, la fertilité féminine, le foyer, la famille, la maternité, le bien-être, les invocations, tout ce qui est autour de la créativité et les arts. Donc on a le soleil qui est clairement feu, la lune qui est clairement eau, dans ces propositions déjà. On va tout de suite, hein, vous allez le voir, retrouver les éléments air, terre, eau, feu dans toutes ces propositions, que ce soit pour les aspects ou les jours, hein, ou les signes du zodiaque. Hein. Finalement, c'est toujours ces 4 éléments qui sont un peu en fondement des correspondances qui sont liées à tous ces moments magiques. Mercure, mercredi, la communication, l'écriture, l'enseignement, l'intellect, la raison, l'étude, le commerce, l'humilité, le contrôle des émotions, les talismans, la sagesse et la voyance. Donc là, on est plus sur l'élément R. Vénus, bon, très connu finalement, là, l'amour, l'amitié, les sentiments, la sexualité, l'affection, les relations, la paix, la beauté, les arts, l'inspiration, l'émotion, la joie, l'optimisme, la victoire, les évocations supérieures. On retrouve déjà entre, par exemple, le soleil, la lune, Vénus, des mots-clés qui se recoupent, beauté, art, etc. On passe aux 3 suivantes. Mars pour mardi, évidemment, la combativité, les procès, la guerre, la compétition, la domination, la force, le courage, la victoire, la rigueur, la santé, la vitalité, le dynamisme, l'énergie, la passion, la pulsion sexuelle, les invocations et cette notion de faire du mal, de magie noire. Le petit maléfique, Mars. Jupiter, pour jeudi,
l'honneur, l'élévation sociale, la réputation, les affaires, la richesse, le succès, la crédibilité, la justice, une forme de protection, la chance, la fertilité masculine cette fois-ci, la bonté, la prospérité, les évocations supérieures. Et puis Saturne pour le samedi, le karma, très important, on en parlera dans d'autres vidéos, hein, Saturne, karma, on a quelque chose là qui sont indissociables. La sagesse, la justice, la protection occulte, les bannissements, les exorcismes, désenvoûtements, purification, la méditation, les fins de cycle, fin de cycle ou fin des cycles, c'est pas la même chose. Les invocations, la nécromancie et encore une fois la magie noire, faire du mal avec le grand maléfique cette fois-ci. Donc voilà pour nos jours et heures planétaires, c'est-à-dire qu'on va déjà pouvoir jouer avec ça. Donc si je veux à fond ritualiser sur quelque chose autour de la beauté, voilà, pour une raison ou pour une autre, hein, c'est un exemple parmi comme ça. Je vais pouvoir utiliser voilà, des heures solaires, un jour solaire, donc des heures du soleil un dimanche, mais a priori je pourrais aussi utiliser via Vénus des jours, le jour du soleil le dimanche avec des heures de Vénus, ou l'inverse, etc., etc. Je peux évidemment mixer. Je peux mixer, surtout si je sais pourquoi je mixe. On en parlera un petit peu tout à l'heure, ça, des associations, des glissements, etc. Alors quand je parlais de glissement, c'était cette histoire de l'inconvénient de devoir respecter un moment bien précis, c'est-à-dire un moment bien précis, finalement, souvent c'est un jour dans la semaine et une heure bien précise de ce jour. Que ce soit pour préparer le rituel, acheter le matériel nécessaire au rituel ou pratiquer le rituel. Et on peut utiliser les heures planétaires comme ça pour l'ensemble de ces actes. Alors c'est d'autant plus efficace symboliquement. Puis ça renforce beaucoup l'intention. C'est-à-dire qu'on est quand même obligé généralement d'aller faire des achats à un moment bien précis, qui n'est pas toujours pratique. On est obligé de préparer des choses ou de mettre en place le rituel. Là aussi, il y a des moments qui ne sont pas forcément très pratiques. Néanmoins, il y a quand même derrière ça un acte de volonté un peu plus appuyé et ça renforce bien l'intention. Le symbolisme, du coup, est encore mis en exergue. Donc ça marche bien pour ça. Ça marche bien pour ça. Hein, donc en tout cas, on peut quand même glisser de l'un à l'autre. C'est-à-dire, je veux faire un rituel d'amour. A priori, on pourrait se dire, bah, j'ai que Vénus qui va faire le job. Hein, j'ai pas de notion amoureuse ailleurs. Bah, oui et non. C'est-à-dire, je veux faire un rituel d'amour, je peux faire quelque chose de simple, ça va être renforcer les liens d'un couple déjà marié, qui sont déjà en famille. Et ben, mettons que je peux travailler un vendredi, mais l'heure de Vénus ne m'est pas accessible, je ne suis pas disponible. Bah, une heure lunaire ferait tout à fait le job. Hein, foyer, famille, on est dans ces notions-là. Hein. Je veux au contraire faire un rituel d'amour avec quelque chose de très passion, quelque chose de très sensuel, rencontre, etc. Et ben, je vais pouvoir utiliser Mars cette fois-ci plutôt, par exemple. Bon, et comme ça, hein, pour un peu toutes les questions qu'on peut se poser ou les rituels qu'on veut faire, je vais pouvoir passer de l'un à l'autre et comme ça remplacer une planète par une autre, que ce soit pour le jour ou pour l'heure choisie. Bon, on parlera tout à l'heure, je donnerai quelques exemples comme ça de mix, hein, mais vous compliquez pas la vie, hein, je veux dire, allez là aussi où ça vous semble évident, écoutez votre intuition là-dessus. Néanmoins, quand même, c'est quelque chose de plutôt efficace, ça renforce bien l'intention, il y a beaucoup de symbolisme derrière. Donc voilà un petit exemple, hein,
On imagine, je prévois faire un rituel d'Ast, un rituel à Isis, qui correspond à Binah, Saturne. Pour être très clair, ça sera d'autant plus efficace si je peux préparer mon rituel un samedi à l'heure de Saturne, si je peux acheter toutes les composantes un samedi à l'heure de Saturne, et si je peux aussi pratiquer le rituel un samedi à l'heure de Saturne. Ça renforce énormément l'intention et le symbolisme. Voilà, à vous de tester tout cet aspect-là. Je vous laisse tester, essayer un peu tout ça. Alors, on a les jours, les heures planétaires, mais on a aussi l'aspect lunaire. Alors, on regarde généralement, essentiellement, si je suis sur une lune qui est en train de croître ou de décroître. On verra tout à l'heure les aspects lunaires, les maisons lunaires, hein, mais déjà la position dans laquelle la Lune se trouve est déjà une bonne piste et c'est très utilisé. Alors la nouvelle Lune, qui est généralement soit une phase sans rituel ou accès magie noire pour d'autres, mais c'est aussi, je crois, un moment intéressant pour tout ce qui est la quête de vision. Hein. Alors, là, je renverrai peut-être à la magie des Aïtirs dans la magie énochienne, hein, voilà, entre parenthèses. Donc la quête de vision, la recherche de sagesse, mais aussi tout ce qui est purification, gestation, préparation de projet, organisation, etc. Voilà, c'est pas une lune forcément inutile ou dangereuse, c'est un moment effectivement un peu plus passif peut-être en tout cas. Ensuite, on a le premier croissant, en tout cas toute la période qui va de la nouvelle lune au premier quartier, et qui va même jusque finalement à la pleine lune. Hein. Alors, le tout premier croissant, celui qui est très fin, hein, qui apparaît juste après la nouvelle lune, est plutôt intéressant en termes de rituel de purification, par exemple. Sinon, toute cette période de lune croissante va être utilisée pour des rituels, pour accroître, augmenter, acquérir, développer, les rituels de guérison, tout ce qui va être magie blanche, positive, les rituels d'abondance, augmenter l'amour, augmenter la prospérité, la chance, cet aspect de croissance, mais aussi le désir sexuel, la richesse. C'est aussi un moment d'introspection, encore de quête de vision, toujours, d'accès à l'intuition, d'inspiration. Et puis aussi, évidemment, très symboliquement, de nouveauté, d'impulsion, de démarrage. C'est la lune qui renaît petit à petit, comme ça. Donc voilà, il y a ça qui est très, très présent. C'est un moment d'affirmation, d'expérimentation aussi. C'est des énergies, entre guillemets, positives. Alors, pourquoi entre guillemets? Puisque, comme je le disais tout à l'heure, cette histoire d'énergie meilleure dans un certain cas, propice à un certain moment, ou d'énergie liée à une couleur, ou à un encens, etc. Alors pourquoi pas garder cette notion-là, mais au final, ce n'est qu'une explication fournie au mental qu'on a besoin d'une. Dire le mental, face à la magie, au rituel, il n'est pas toujours open. Donc il faut lui fournir des raisons et des explications. C'est ce qu'il aime. Et cette histoire d'énergie, d'harmonie, voilà, d'accord, etc. Et pourquoi pas, hein, c'est peut-être le cas, mais en tout cas, c'est une très bonne explication pour le mental. Sachant que ce qui fonctionne derrière, c'est quand même l'aspect symbolique de tout ça. Hein, y compris le choix de la lune sur lequel je travaille, etc. Là encore, même si c'est notre mental qui est en train de regarder tout ça et puis de l'analyser et puis plus ou moins de l'apprendre, ce ne sont finalement que des impulsions symboliques que l'on enverra à l'inconscient. Ça ne sert qu'à ça. Et c'est ce qui fait que ça marche. C'est ce qui fait que ça marche. Alors la pleine lune,
alors qui est très appréciée, puisqu'elle est censée augmenter les pouvoirs de la lumière, parce qu'elle renvoie pleinement la lumière du soleil, hein. On a la lumière lunaire, solaire, etc., qui se conjuguent, et les pouvoirs seraient au maximum. C'est un moment donc pour la création de talismans, de consécration, d'évocation. C'est un moment d'augmentation des dons psychiques, occultes, etc., des facultés personnelles. C'est un moment de grande spiritualité. C'est un moment d'invocation des déesses lunaires, mais aussi d'esprits divers et variés. C'est un moment pour les rituels de fertilité, de transformation, les rêves prophétiques, la clairvoyance. C'est un moment d'union, de gratitude, de révélation. Voilà un peu tous les mots-clés, les différentes choses qui existent autour de la pleine lune. Alors on voit déjà qu'on peut mixer déjà avec les jours et les heures planétaires, hein, puisque rituel de fertilité, donc si je remonte un peu au-dessus, je pourrais tout à fait me dire, bah voilà, j'ai la lune qui a un bon moment pour la fertilité féminine, j'ai ensuite euh, Jupiter, lui, plutôt pour la fertilité masculine, par exemple. J'ai le Soleil aussi, qui pourrait être complètement lié à la fertilité globale, hein, basique. Et puis, je peux lier à la pleine Lune à ça, qui, elle aussi, est liée à la fertilité. Donc, je vais comme ça pouvoir augmenter pour le mental l'énergie dans le rituel, et puis au final, je vais surtout augmenter le symbolisme pour l'inconscient en ajoutant comme ça des couches et des couches, telle lune, telle journée, telle heure, tel aspect zodiacal, et puis tel encens, telle bougie, etc. Je rajoute des couches de symboles pour être bien sûr que le conscient aille dans le même sens que l'inconscient, que l'inconscient comprenne bien où le mental veut aller. Et là, ça fonctionne bien. Alors, on a la période de la lune décroissante, hein, entre la pleine lune et la nouvelle lune, qui va être plutôt un moment lié au bannissement, aux exorcismes, à l'élimination du négatif, au désenvoûtement, exorciser les influences négatives, rompre les mauvaises habitudes, les changements personnels, se débarrasser de personnes toxiques, conjurer le mauvais sort. Un moment aussi de vision, d'introspection, de guérison, de secret, etc. Bon. Hein, on voit que la lune croissante est vraiment dans l'acquisition, dans le fait d'acquérir, d'ajouter, là où la lune décroissante est plutôt dans la libération, dans la décharge, hein, dans quelque chose, dans les choses dont on se débarrasse. Donc voilà, on a, en plus de nos jours et heures planétaires, l'état dans lequel la Lune se trouve. Et puis à côté de ça, on a aussi les aspects astrologiques entre les planètes, puisque si je veux travailler à la fois avec une heure lunaire, mais pendant un vendredi, ou bien une heure solaire, mais un mercredi, eh ben, je vais encore pouvoir en rajouter une couche sur cet aspect symbolique ou énergétique, par les aspects astrologiques. Alors, l'astrologie est quelque chose de plutôt très compliqué, je trouve. En tout cas, c'est pas du tout ma tasse de thé. Hein. Je m'y connais pas plus que ça dans le domaine de l'astrologie. En tout cas, au minimum, hein, ce qui me sert, et ce qui me sert, c'est ça, hein, c'est ce qu'on a sous les yeux, c'est-à-dire on va avoir des aspects, il y en a plein d'aspects, hein, mais les plus connus, ce sont ces 5 aspects, la conjonction, c'est-à-dire on a deux astres qui se rencontrent dans le ciel, l'opposition, ils sont opposés, le carré, le trigone et le sextile, hein, qui forment, les astres forment des angles plus ou moins différents, et forment soit des carrés, parce qu'on a un angle de 90 degrés, ou un trigone, ou un sextile, etc. Bon. On ne va pas aller plus loin, on a des logiciels sur téléphone d'un clic, qui nous disent quels sont les aspects de ces planètes. Si l'astrologie vous intéresse, n'hésitez pas, ça a l'air passionnant. Je m'y suis jamais beaucoup frotté, hein, on ne peut pas aller partout, mais je vais m'arrêter là, hein, je n'irai pas plus loin dans l'astrologie. Alors,
quand même pour donner quelques descriptifs de ce tableau très simple là, que j'ai mis à l'écran. La conjonction, j'ai mis moins plus, parce que la conjonction, finalement, ça dépend des énergies qui sont en conjonction. Ça peut être harmonique, ou pas du tout. Ça peut donner des blocages, ça peut être explosif, ça peut porter des grandes énergies, comme des grandes tensions. Donc c'est un moment risqué, la conjonction. Il faut savoir ce qu'on fait, être sûr à peu près de où on va, et avoir une bonne connaissance de toutes ces correspondances. Voilà. Est-ce qu'il peut être intéressant de faire un rituel alors que j'ai le Soleil et Saturne qui sont en conjonction, et puis je veux utiliser une heure saturnienne un dimanche? Oui, non. Alors je ne veux pas vous donner de réponse là parce que ce serait trop long, mais si l'aspect astrologique ne vous parle pas, bah, évitez les conjonctions. Parce que si vous tombez sur un aspect négatif, en l'occurrence, votre inconscient symboliquement le comprendra bien, même si vous, au point de vue de la sémantique, ça vous dépasse. Hein. Et puis, si on est sur un aspect énergétique, voilà, clairement, autant éviter de prendre le risque. Donc la conjonction, ça dépend vraiment des énergies en présence. Voilà, je ne veux pas aller plus loin, mais ça peut être aussi positif que négatif. Alors les quatre autres, par contre, là, sont clairs. L'opposition, pour moi, c'est l'aspect le plus problématique, donc à éviter, hein, c'est-à-dire j'ai Vénus et Mars qui sont en opposition. Bah, je ne fais pas un rituel un mardi à 1 heure de Vénus. Je ne le fais pas. J'attends quelques jours, quoi. Le carré, lui, est négatif, même s'il l'est un peu moins. Alors, pour les décrire, l'opposition, c'est vraiment un aspect de tension. Les choses se bloquent, s'inhibent mutuellement. Il y a une notion de tension, de conflit. Bon, voilà, l'opposition est clairement négative, comme le carré. Le carré, c'est un aspect de forte tension, de dissonance. C'est un conflit des énergies, les forces se contrarient. À l'inverse, on a le trigone et le sextile, qui sont là les bons moments pour faire les rituels. Mais le bon moment, c'est aussi quand je n'ai aucun de ces aspects dans le ciel. Je veux dire, si je veux faire un rituel un dimanche à 1 heure de Vénus, et que le Soleil et Vénus ne sont ni en conjonction, ni en opposition, en carré, trigone, sextile, en rien du tout, ça fait le job très bien, quoi. Je veux dire, il y a aucun aspect négatif qui se présente. Si par contre ils sont en trigone et en sextile, bah, c'est d'autant plus intéressant. Le trigone, c'est vraiment, à mon sens, le plus positif. Les aspects sont harmoniques, bénéfiques, les énergies s'accordent. Voilà, on est vraiment dans cette harmonie des planètes. Et puis le sextile, on est aussi dans une harmonie un peu plus modérée peut-être, mais les choses œuvrent de concert, s'épaulent. Euh, donc voilà, on a les aspects astrologiques qu'on peut aussi regarder. Je vous dirai tout à l'heure, hein, je vous montrerai des logiciels très simples, comment avoir toutes ces infos. Parce que je ne suis pas du tout astrologue et je serais bien capable de les calculer. Donc voilà, les aspects astrologiques sont à mon sens aussi une bonne surcouche à ajouter. Ça rajoute encore de l'énergétique ou du symbolisme, selon. Et puis il reste encore une partie qu'on peut encore ajouter à tout ça, ce sont les maisons lunaires. Les maisons lunaires, la Lune, chaque mois, traverse les 12 signes du zodiaque et reste à peu près un petit peu moins de 2 jours et demi par signe. Et à chaque fois que la Lune est dans un signe, eh bien, les énergies et les symboles qui en découlent, à chaque fois vont être différentes. Et à chaque fois que la Lune va changer de signe du zodiaque, on va pouvoir faire des rituels ou pas. Alors, on a, pour commencer, le bélier. Le bélier, alors j'ai mis
Voilà, j'ai mis un code couleur. En blanc, la première ligne en blanc, ce sont des mots-clés un peu comme ça, un peu globaux. En jaune-vert, en dessous, la deuxième ligne, ce sont les rituels typiquement proposés sur ces maisons lunaires. Actuellement, c'est ce qu'on trouve un peu partout. Voilà. Et puis en orange en dessous, ce sont les rituels que faisaient les Égyptiens au moment de ces maisons lunaires. Hein, je vous donnerai tout à l'heure les sources de tout ça, notamment sur les rituels égyptiens. Alors, on commence par le bélier, les mots-clés, c'est diriger, structurer, c'est l'action, le soi, la passion. Donc, quand la lune est en bélier, ça va être intéressant pour tout ce qui est rituel autour de l'autorité, du leadership, la guerre, les combats, les compétitions, etc. Pour l'Égypte, c'était plutôt la divination par le feu et les lampes et les rituels d'amour. Le taureau, quand la lune est en taureau, eh bien, ça va être tout ce qui est abondance, créativité, la volonté, l'argent, la solidité, des choses de très élémentaires. Donc ça va être des rituels autour de l'achat des biens, de maisons, des rituels autour de la richesse, de la prospérité, etc. Pour l'Égypte, c'était plutôt des moments d'incantation aux dieux ou aux esprits, là encore avec des lampes, la magie des lampes, qui n'est plus vraiment d'actualité. Quand la lune est en gémeaux, ça va être tout ce qui est amour, choix, études, communication, donc des rituels autour de la communication, des relations publiques, de l'écriture, d'un déménagement. Pour l'Égypte, ce sera plutôt des sorts pour gagner des faveurs, hein, pour que l'invisible vous accorde des faveurs. La lune en cancer, ça va être la volonté, le succès, l'enfance, la famille, le ou les rêves. Donc ça correspond à des rituels autour des déités lunaires, déités féminines aussi, la protection des biens, l'invocation d'esprits bénéfiques. En Égypte, on profitait de la lune en cancer pour faire des phylactères. Phylactères que je vais résumer par talisman, même si c'est un petit peu différent, c'est de la même famille que les talismans, pentacles, etc., qu'on peut porter sur soi dans un but bien précis. La lune qui est en lion, on a comme mots-clés courage, maîtrise de soi, création, amour de soi, ambition. C'est très feu. Ça va être des rituels autour du rôle social, du courage, de la fertilité masculine. Alors là, voyez, on peut en continuer sur certains sujets, d'ajouter comme ça des surcouches, fertilité avec les jours, avec les heures, avec dans quelle position est la lune, avec la maison lunaire, etc., etc. Et on peut faire ça pour tout. Pour l'Égypte, c'était plutôt la magie des anneaux et les sorts de liens. Alors, les sorts de liens, les liens amoureux, par exemple, ou l'inverse, les sorts de rupture, par exemple. La lune en vierge, qui est une maison extrêmement positive. J'ai plus tendance, moi, à travailler avec les maisons lunaires égyptiennes. Et encore, je fais un mix, mais bon. Donc la Vierge, la solitude, la spiritualité, le travail, la santé, la prudence. Donc ça va être des sorts sur l'emploi, l'intellect, l'amélioration de la santé. Pour l'Égypte, la lune en Vierge permettait toutes les opérations magiques. C'était une maison lunaire extrêmement positive. La lune en Balance, équilibre, beauté, amour, couple, contrat. Donc autour de la créativité, de la justice, des problèmes légaux, de l'équilibre spirituel, karmique, émotif. Pour l'Égypte, c'était un moment de nécromancie. On parlait avec les morts ou un peu plus. La lune en Scorpion, la transformation, la conclusion, le vécu, le mystère, l'argent. Des rituels autour de la sexualité, de la croissance psychique, de la transformation profonde de soi, de la résilience, hein, etc. Pour l'Égypte, c'était le moment d'infliger le mal, hein, de pratiquer la magie noire. Et puis pour terminer, les 4 derniers, la lune en Sagittaire, la modération, l'harmonie, les voyages, la pensée, la foi.
pour des rituels autour des voyages, des déplacements, du sport, mais aussi pour des rituels autour de la connaissance de la vérité, de la tromperie, etc. L'Égypte utilisait cette maison pour les invocations, les incantations au soleil et à la lune. Le Capricorne, la vie matérielle, le pouvoir, la carrière, la réflexion. Et c'est donc des rituels autour de l'ambition, d'être reconnu, d'avoir une carrière, les affaires politiques, etc. L'Égypte s'en servait, alors là c'était très différent, c'était le moment de verbaliser pour obtenir. C'est-à-dire les dieux étaient à l'écoute quand la lune était en Capricorne. Et donc c'était le moment de prière finalement. Et pas forcément de rituel. La lune en Verseau, l'optimisme, la guérison, les amis, la liberté, les projets, rituels autour de la créativité, des arts, de la liberté, de l'amitié, des ruptures des habitudes néfastes, avec les bannissements. Hein, on se renvoie là aussi au moment lunaire, il y a des moments bien, bien intéressants pour tout ce qui est bannissement d'habitudes néfastes. C'est quelque chose qui fonctionne très bien, un rituel de bannissement du pentagramme lié avec un bon symbolisme, ça marche extrêmement bien. L'Égypte utilisait le Verseau pour les charmes d'amour. Et puis pour terminer, les poissons, mystère subconscient, intuition, santé, imagination, épreuve. Les rituels, c'était autour des rêves, de la clairvoyance, de la musique, des arts, de la perception. L'Égypte était raccord, puisque en Égypte, on se servait de cette maison pour tout ce qui était préscience, prémonition. Et voilà pour nos maisons lunaires. Et puis voilà, on a fait le tour, hein, j'ai envie de dire, de tout ce qu'on peut utiliser entre les jours, les heures, la lune, les maisons, les aspects astrologiques, etc. Je termine pour le fun avec le sigillum de John Dee. On parlera beaucoup de magie énochienne sur cette chaîne. Pas aujourd'hui, c'est pas du tout le sujet, mais on en parlera beaucoup de magie énochienne traditionnelle, mais aussi de magie énochienne moderne, hein, puisque il y a eu beaucoup de matériel qui ont été transmis entre John Dee et maintenant. Et donc, il y a beaucoup d'autres choses que le matériel traditionnel qu'on peut trouver, surtout dans des livres anglo-saxons d'ailleurs. Bon, on reparlera de ça, c'est pas du tout le sujet du jour. Pour terminer, je voulais donner des exemples de mix entre les jours, les heures planétaires, mais on va par exemple pouvoir mixer les examens, les concours. Je vais pouvoir mixer ça entre un jour, un mercredi, mais avec une heure solaire par exemple. Je vous laisse vérifier pourquoi, hein, chercher un peu pourquoi, c'est toujours intéressant de creuser soi-même. L'emploi, ça peut mixer à la fois peut-être là aussi Jupiter et puis le Soleil, ou faire du full Jupiter. Hein. Le désenvoûtement, ça serait peut-être un samedi, mais à une heure de Jupiter. L'amour-passion, un mix entre Vénus et Mars. Et puis l'amour-foyer, un mix entre Vénus et la Lune. Bon, etc., etc. Tout ça se mixe. N'hésitez pas à tester, et puis surtout comment dire, à bien appréhender tout ça, c'est-à-dire à l'acquérir. Hein. Ça doit devenir quelque chose finalement d'un peu intuitif, d'un peu évident pour vous. Si quelque chose ne colle pas avec ce que vous imaginez, avec vos croyances, ne partez pas dessus. Hein. Changez selon vous, selon vos ressentis. C'est ça qui fera votre magie. Alors, j'avais dit que je donnerais les liens aussi des petits logiciels que j'utilise. Alors, avant les logiciels, je vous montre quand même ça. Voilà, je vous montre ça. Lunacal. J'ai payé ça 3 €, édition Alliance Magique. Alors, c'est pas un logiciel, mais c'est plutôt très pratique. On va retrouver toutes nos lunes. Hein, on va retrouver toutes nos lunes, ainsi que les horaires à laquelle la lune change de maison, hein, et change de signe. Voilà, aujourd'hui, par exemple, je vois que la lune est passée en Scorpion ce matin à 9h19.
hein. Et puis on va avoir aussi les aspects solaires. Bon, c'est plutôt pratique, ça tient dans un bouquin en marque-page, dans la poche. Ça fait plutôt bien le job. Voilà, Lunacal, ça vaut 3 € à peine. C'est pratique. Néanmoins, il y a des logiciels qui sont plutôt bien fichus aussi. Alors, premier lien, j'ai tiré les informations de comment utiliser l'Égypte et les maisons lunaires avec ce bouquin, Les techniques de magie gréco-égyptienne de Stephen Skinner. Bon, il a fait plein de choses, Stephen Skinner. Généralement, ces bouquins ressemblent plus à des thèses universitaires qu'à des livres ésotériques, et c'est souvent des thèses universitaires d'ailleurs, mais c'est très complet. Franchement, je conseille, c'est un super livre si vous vous intéressez à la magie égyptienne, si vous vous intéressez au PGM, hein, au papyrus grec magique. C'est un très 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 bon bouquin, c'est un très gros pavé, mais voilà. Alors, a priori, il doit plus être très disponible parce que je vois un prix un peu exorbitant, 56 €. Bon, en tout cas, je vous laisse le chercher éventuellement. C'est un très très bon bouquin si vous vous intéressez à tout ça. Si vous vous intéressez encore plus à l'aspect heure magique, aspect astrologique pour vos rituels, eh bien, chez Fred McParty, hein, Secheta Publications, il y a un bouquin, L'astrologie des mages, qui a priori doit toujours être dispo, en plus toujours disponible, où là vraiment vont être étudiés de manière très pointue l'influence des planètes, des aspects, des éléments, du zodiaque. Bon, je veux dire, là, c'est de l'astrologie pointue et complètement axée sur la magie et le moment du rituel. Donc, si vraiment vous voulez creuser le truc et, euh, et aller au-delà voilà, de l'aspect un peu simple finalement que j'ai présenté ce soir, il existe des bouquins, moi je les connais pas forcément, comme je vous dis, l'astrologie est pas forcément ma tasse de thé. Je pense qu'il doit exister pas mal de bouquins en anglais sur le sujet, mais j'en ai trouvé un en français chez Fred McParty. Hein, donc voilà, l'astrologie des mages. Autrement, pour les heures planétaires, il existe un site plutôt pratique, tempusmagis.fr. Bon, je mettrai les différents liens, de toute façon, je mettrai les liens en description hein, de la vidéo, hein, mais dans Tempus Magis, on indique la date à laquelle on veut avoir les infos, on met le lieu où on se trouve, hein, le nom de la ville, et puis ça va nous calculer les heures planétaires de jour et les heures planétaires de nuit. Hein, donc généralement en hiver, c'est pas généralement d'ailleurs, c'est comme ça. En hiver, les heures planétaires seront plus longues la nuit, plus courtes le jour, et c'est l'inverse l'été. Les heures planétaires de jour seront plus longues l'été, puis plus courtes la nuit, évidemment. Et puis bon, voilà, c'est un site plutôt pratique. Hein, il vous donne une carte du ciel du moment choisi en question. Donc on a les aspects avec un code couleur, on a une base déjà, et puis on a les heures magiques voilà, qui se trouvent ici. Alors, il y a quand même 3 logiciels moi, que j'utilise sur téléphone qui sont très bien fichus. Le premier, c'est AstroClock, qui donne les heures planétaires comme ça, d'un clic, un boom. C'est super pratique, voilà, c'est bien fichu, il y a toutes sortes de paramétrages, mais bon, la base suffit, ça fait le job. Le deuxième logiciel moi, que je trouve très bien, c'est Éphéméride astrologique. On va avoir la position de la Lune dans quel signe du zodiaque elle se trouve. On va avoir aussi une carte du ciel. On va avoir les phases de la Lune et puis les dates et les horaires. C'est pareil, d'un clic, j'ai toutes les infos qu'il me faut. Et puis le dernier,
Alors c'est dommage, les photos d'écran sont pas géniales parce que moi le paramétrage que j'ai donne un truc un peu plus simple à utiliser qui ressemble plutôt à ça. Mais bon, d'un coup d'œil, j'ai pas tous les chiffres là, mais enfin d'un coup d'œil, je vois si c'est un trigone, si c'est un sextile, un carré, si ça vaut le coup de faire, ça vaut le coup de pas faire. Donc voilà, l'association des trois logiciels Astrovisor, Ephemerid Astro et AstroClock permet d'avoir toutes les infos et même au-delà de tout ce dont on a parlé ce soir. Donc, donc voilà, vous avez entre les mains tout ce qu'il faut pour désormais faire vos rituels au bon moment et injecter à votre inconscient le symbolisme qui va avec, et puis comme ça, augmenter encore l'intention et marquer suffisamment finalement, marquer assez profondément le subtil, l'invisible, pour qu'ensuite le matériel, ou en tout cas le monde matériel dans lequel on est, soit impacté par votre rituel. Hein, puisque c'est ça le but, hein, finalement, c'est impacter assez les mondes subtils pour que le monde matériel soit lui aussi impacté et que votre demande soit prise en compte et puis que les choses se fassent finalement un peu plus comme votre rituel espérait que ça se passe. Donc voilà, n'hésitez pas à creuser encore et encore cette histoire de symbolisme parce que c'est là qu'une grande part du secret se trouve. Et puis je vous dis à bientôt avec une prochaine vidéo qui sera probablement sur la croix des éléments, puisque c'est un rituel très intéressant qu'on trouve partout, mais qu'on trouve partout de manière incomplète, que ce soit sur les sites, sur les vidéos, dans les bouquins. Généralement, il est décrit de manière incomplète. Hein. Il est décrit à partir du milieu, mais il manque toute la première phase. C'est dommage, puisqu'il suffit d'aller aux sources de ce rituel pour retrouver l'intégralité du process. Quoi. Donc on parlera de ça la prochaine fois, de la croix des éléments, comment en fait réellement elle se pratique en entier, hein, si on rajoute les morceaux qui ont été supprimés. Voilà, je vous dis à bientôt, soyez cool avec vous-même, soyez cool avec les autres, et à bientôt.